Bien, alors bonjour à toutes et à tous, désolé de ce petit contretemps technique. Nous allons donc reprendre le cours à partir d'une nouvelle notion. Au premier semestre, je vous ai présenté, disons, les principes généraux de la linguistique cognitive dans une optique, disons, non chomskienne, hein, des linguistiques cognitives à partir d'un certain nombre de notions. Alors, nous avons bien travaillé sur la question de la catégorisation et la sémantique du prototype, mais disons que la sémantique du prototype est une des façons d'envisager la question de la catégorisation. Aujourd'hui, et peut-être pendant une ou deux séances, nous allons travailler sur la question de la métaphore. Alors, je saisis aussi l'occasion, d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, hein, j'allais les oublier, pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de belles réussites universitaires. Et je voudrais vous féliciter pour les travaux que vous m'avez rendus, parce que, au fond, à peu près tous entrent dans l'une de ces catégories. D'ailleurs, l'un de vous a travaillé sur la métaphore et dans l'optique de Lakoff et Johnson, dont je vais parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, parce que maintenant, compte tenu des travaux que vous avez faits du premier semestre, vous commencez, je pense, à avoir une idée de plus en plus précise des problématiques, des enjeux des linguistiques cognitives. Donc n'hésitez pas à prendre la parole et à donner vos remarques au fur et à mesure du cours, si vous en avez, par rapport à vos lectures personnelles, hein. Moi, je suis un peu mon raisonnement, mais vous pouvez très bien m'interrompre et me dire « Ah oui, mais là, j'ai lu que telle chose. » Voilà. Alors, c'est un peu dommage que je n'ai pas encore trouvé un moyen intéressant de valoriser vos travaux, hein. Certains pourraient être intéressants, puisqu'il y a des synthèses, des traductions d'articles, etc. Certains pourraient être intéressants à être lus par d'autres étudiants, etc. Bon, il y aurait bien une solution, ce serait de télécharger et de les mettre tous accessibles sur une page du site, mais c'est très long à faire, très lourd. Si l'un de vous a envie de le faire, qu'il se dénonce et je lui transmettrai les fichiers. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé une solution qui permette de valoriser cela. Un dernier point à propos de vos travaux, qui grosso modo sont de bonne qualité, hein. Si vous voulez, j'ai donné des notes, en moyenne c'est 14, la plupart des gens ont autour de 14, un petit peu en dessous parfois, 12, 13, ou un petit peu au-dessus, 15, 16, mais voilà, c'est grosso modo l'ensemble des travaux sont de qualité. Mes critères de notation ont été, pour, si vous voulez avoir une idée, la qualité du résultat, hein, c'est-à-dire à la fois la présentation, la qualité de la langue. Alors évidemment, c'est plus difficile pour les étudiants étrangers, mais j'en tiens un peu moins compte, mais je suis obligé d'en tenir un petit peu compte, malgré tout. Ensuite, c'est la difficulté du sujet, l'approfondissement, hein. Est-ce que c'est pas la même chose d'avoir résumé un article de 10 pages et puis d'avoir résumé un livre de 200 pages? Donc je tiens compte quand il y a eu un plus gros travail de fait, etc., etc. Enfin bon, il y a différents critères comme ça qui m'ont permis d'évaluer ce que je trouvais, enfin de trouver une petite grille d'évaluation, mais encore une fois, l'ensemble des travaux était intéressant. Alors, un dernier point là-dessus, vérifiez bien tout de même, quand les résultats vont paraître, que vous n'êtes pas compté absent, parce que certains d'entre vous m'ont envoyé leur travail uniquement par mail. Alors, pour tous ceux qui l'ont envoyé avec une copie papier, là, il n'y a pas de problème, les notes ont forcément été prises en considération. Pour ceux qui l'ont envoyé uniquement par mail, il se peut, normalement j'ai tout reçu, mais il se peut, à cause de l'anti-spam, etc., que j'ai raté certains mails. Donc, vérifiez bien dans les résultats. Si vous êtes noté absent, ne vous affolez pas. Si vous êtes noté absent pour la note de secours, ne vous affolez pas. Écrivez-moi très vite en me renvoyant votre travail, en me disant voilà, j'ai été noté absent, et très vite je transmettrai votre note à l'administration, enfin à la scolarité du master, qui la prendra en compte, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Oui. Ce que j'ai constaté également, c'est qu'en envoyant un mail avec un fichier attaché, bien souvent on a la tentation de l'envoyer sans fichier attaché. Oui, alors quelques-uns, oui. Ça consiste à l'attacher et sans l'envoyer. Oui, oui, alors ça,
Effectivement, toutes les étourderies sont possibles. Il y a eu un cas comme ça d'une étudiante qui m'a envoyé en oubliant la pièce jointe, mais j'avais le document papier. Donc voilà. Et puis par ailleurs, je m'excuse aussi de ne pas vous avoir accusé réception, parce que en fait, j'avais des centaines de mails pendant les vacances, comme j'ai un peu coupé, etc. Donc je ne pouvais pas répondre à tout le monde, donc j'ai décidé de quasiment répondre à personne, sauf quand il y avait un problème particulier. Mais en principe, j'ai tout reçu, hein. J'ai rentré les notes, donc il m'en manque très peu, donc tout devrait bien aller. Oui ? C'est quand la publication des notes ? La publication ? Des notes. Ah, je sais que les jurys ont lieu jeudi, donc la publication des notes ? Le 30 ? Voilà, le 30 en principe. Voilà, donc vérifiez bien, et s'il y a le moindre problème, vous m'écrivez tout de suite et je transmettrai la note manquante à l'administration. Très bien, alors si vous voulez bien, nous allons commencer à travailler sur la métaphore à partir donc du livre qui a vraiment introduit cette question dans la linguistique cognitive d'une manière disons, durable. Hein. C'est le livre de Lakoff et Johnson, qui date de 80, Metaphors We Live By, qui a été traduit en 86 et publié aux éditions de Minuit sous le titre donc Les métaphores dans la vie quotidienne. Alors, sur ce sujet, il y a eu ensuite un autre livre, cette fois-ci de Lakoff et Turner, qui porte sur la métaphore dans les textes littéraires, enfin Poetic Metaphor, 89, qui ajoute, disons, une autre dimension à la réflexion. Mais ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le livre de 80, traduit en français en 86. Je vais, comme je l'ai un petit peu fait les fois précédentes, vous savez, pour aborder ce genre de questions, il y a deux méthodes, en gros. Soit on vous donne les concepts tout de suite, et puis c'est bouclé en une demi-heure, hein. On peut expliquer en quelques minutes ce que sont les métaphores dans la perspective de Lakoff et Johnson. Mais moi, je préfère partir du texte, hein, regarder avec vous en détail le texte, et on travaillera plutôt sur le texte en anglais, parce que, bon, comme ça, on n'a pas les éventuels problèmes de traduction. Mais mais vous pouvez le lire, c'est une très bonne traduction, celle qui a été publiée là aux éditions de Minuit. Alors, j'aimerais commencer, malheureusement, nous n'avons pas le son, donc je vais tourner mon ordinateur et j'espère que ça va marcher, par une petite introduction que je trouve très utile et très parlante, qui est une introduction de George Lakoff lui-même. Voilà, George Lakoff vient vous parler pendant ce cours, et c'est une vidéo qu'on trouve sur YouTube, dans laquelle Lakoff explique d'où vient son idée de métaphore et quelle est l'origine de cette théorie cognitive de la métaphore. Alors, la vidéo dure 8 minutes, donc on peut la regarder en intégralité, c'est pas trop long, et ensuite je la commenterai. I want to tell you a little about how I started working on conceptual metaphor. This is a true story. In 1978, I was teaching an undergraduate seminar with 5 students. At the time, I was interested in what was called an art form in America called performance art, and I was giving an undergraduate seminar in performance art and linguistics. And in there, we went through various topics, reading papers on those topics. And on the day that we were to read a paper on metaphor, it was a very cold, rainy day. We all sat around a little table. There were 5 students. And one woman in the class came in a little bit late, and it was raining, so she was all wet, and she was crying. Okay? And we tried not to notice that she was crying, which was difficult because she was sitting at the table right here. Okay? Right there. And, so we went on with the class, and I said, well, okay, on page so-and-so, Professor so-and-so claims the following. What do you think of this? We go look around the room. We all look at her, and she says, I can't do this today. I've got a metaphor problem with my boyfriend.
And she looks around and she says, maybe you can help. Well, this was Berkeley in 1970s. We said, of course. We formed what was called a little group for group therapy. And we said, okay, tell us your problem. She said, well, on the way to class, I was walking with my boyfriend, and he said something that upset me. He said that our relationship had hit a dead-end street. A dead-end street. Right? And he said, I don't really understand this very well. Maybe you can help me understand it. So we said, look, if it's hit a dead-end street, you can't keep going the way you've been going. You may have to turn back. And then we realized that English had a lot of expressions in which love was seen as a kind of journey. So, for example, you could say of a love relationship, it's been a long, bumpy road. You could say things like, we're going in different directions. We're at a crossroads in the relationship. You could say the marriage is on the rocks. It's off the track. We're spinning our wheels. And even an airplane image, we may have to bail out. Take a parachute. Now, and by the way, being a linguistics professor, I dutifully wrote down all of these expressions. We made a list. And I said, gee, this is an interesting list, Is there a generalization about this list? I mean, that's the question a linguist would ask. What is the generalization here? And we looked at this list and we said, well, in every case, love is seen as a journey. The lovers are the travelers. Okay? Well, what is the love relationship? The love relationship is the vehicle. Sometimes it's a car, sometimes a boat when you're on the rocks, a train when you're off the track, a plane when you're bailing out, but some kind of vehicle. Okay? So love relationship is a vehicle. Write down love relationship, vehicle. Okay, what about this journey? Where are you going? Well, you have common life goals, and the common life goals are the destinations that you're trying to reach in this journey. Common destinations. So, common life goals, destinations. Okay. And what about why do you keep hitting dead-end streets and spinning your wheels? Well, these are difficulties in a journey. So, it turns out that difficulties in the love relationship are difficulties in the journey. That is, they're impediments to travel. They're things that keep you from getting to where you want to go. So you're spinning your wheels, you go on the rocks, etc. Okay, so we write these down and they're completely systematic. They look like almost a mathematical mapping. Okay? And you say, gee, that's very interesting. We have this generalization that looks like a mathematical mapping about these different expressions. And the woman says, I don't care about your generalization. My boyfriend is breaking up with me. She said, he's thinking in terms of this metaphor. So I said, gee, that's interesting. How can you think in terms of a metaphor? I mean, the classical theory of metaphor doesn't talk about thinking in terms of a metaphor. How does this work? So we looked at a case. We said, okay, let's suppose you take something like, we're spinning our wheels in this relationship. What do we know about spinning the wheels? Well, there's an image. The image is that there's a car, and the wheels are turning. Is the car moving? The car is not moving. It's stuck. It's stuck in America. The term spinning your wheels applies to a case where the car is not moving. It's stuck in ice or sand or snow or something like that.
The wheels are digging in, and the more you turn them, the more they dig in. Okay? So in this case, what you have is the vehicle is not moving. You put a lot of energy into getting it moving. You're trying to rock the car, and move it, or you know, get the wheels going, and so on. And you feel frustrated. Okay? Now, what about in a love relationship? When you say we're spinning our wheels in this relationship, it means the relationship is not going anywhere. No progress toward common life goals. Secondly, it means you're putting a lot of energy. You want it to go somewhere. You're putting energy into it, and you feel frustrated. That is the reasoning that you do about travel is being mapped onto the reasoning you do about love via this mathematical mapping that covers our travel, vehicle is the relationship, and so on. So the idea here is that to understand the use of dead-end street, which means that you can't keep going the way you've been going. You have to do something else, either give up the relationship or turn and go some other direction. Okay? You have to do something else. That is the inference. There's an inference. It's said for a reason. It's said for that reason. Now, these, by the way, she did not make up with her boyfriend. But she found somebody else later on. She got a job, she got her PhD, she got married to a very nice man, and she's fine. In fact, she's a chairman of a department. Voilà. Donc, je trouve que cette présentation est extrêmement... J'espère que, dans le fond, vous avez un petit peu entendu, mais je vais reprendre les éléments les uns après les autres. On a affaire, là, au fond, au récit d'une découverte, le récit d'une découverte qui vous allez le voir, rappelle quand même très nettement ce qu'on a vu au sujet de la catégorisation. Mais je ne veux pas trop m'avancer sur les conclusions. Alors, voici le point de départ, donc c'est en 78, donc vous voyez, 2 ans avant la parution du livre sur les métaphores dans la vie quotidienne. Et puis, dans cette... Donc, vous imaginez, c'est Berkeley, c'est une période un peu baba cool, quoi, où une fille peut arriver en pleurant à un cours et tout le monde s'assoit autour de la table pour parler de son problème. C'est quelque chose, bon, qui est dans une conception d'université assez différente, sans doute, de celle d'aujourd'hui, en tout cas différente de la France. Et vous aurez remarqué, 5 étudiants. Lakoff, il fait cours devant 5 étudiants, avec 5 étudiants. C'est pas tout à fait la même chose que d'avoir des grands groupes. En France, un cours à 5 étudiants, il ferme. On n'a pas le droit, il n'y a pas d'argent pour ça. Donc c'est aussi une conception de l'enseignement universitaire un peu différente. Mais bon, bref, ça c'est anecdotique. Donc une jeune femme arrive et elle est désespérée parce que son compagnon lui a dit notre relation est dans une impasse. A dead end street. Notre relation est dans une impasse. Et elle ne comprend pas de quoi il s'agit, et il se trouve que c'est un problème de métaphore et que Lakoff, ce jour-là, fait un cours sur la métaphore. Donc ça tombe bien. Alors, ce qu'il comprend, ce que Lakoff et ses étudiants comprennent à ce moment-là, c'est que dans cette expression, alors attention, il faudra bien distinguer dans cette réflexion le plan linguistique du plan cognitif. Au plan linguistique, on a la phrase « notre relation est dans une impasse ». Au plan cognitif, cela signifie que, disons qu'on va pouvoir comprendre cette phrase à partir d'une métaphore conceptuelle qui est « l'amour est comme un voyage ou un déplacement ». Bon, c'est assez difficile de traduire « journey » en anglais. Bon, un voyage, un déplacement, un trajet, un parcours, je ne sais pas, quelque chose comme on va d'un point A à un point B. Bon. Donc, l'amour est un voyage. Alors, comment est-ce qu'on se rend compte que
enfin, sur quels arguments, quels éléments, quelles descriptions linguistiques on peut s'appuyer pour émettre cette hypothèse qu'il y aurait au plan conceptuel, je dis bien, une métaphore de niveau conceptuel sur l'idée qu'on voit, on conceptualise l'amour comme un voyage. L'amour, c'est-à-dire la relation amoureuse. Hein, love relationship dans le vocabulaire de Lakoff. Là. Alors, on le constate en observant des expressions. Hein, c'est le genre d'argumentation qu'utilise Lakoff. Alors, par exemple, pour parler d'une relation amoureuse, on va pouvoir dire des expressions comme ceci, it's been a long bumpy road, c'est-à-dire ça a été une longue route chaotique, hein, bumpy, ça va, chaotique comme c'est un trajet long et chaotique. Bon, on voit bien à quoi ça renvoie dans une relation sentimentale ou amoureuse. Nous allons dans des directions différentes. Nous sommes à un croisement dans notre relation. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire nous allons dans des directions différentes. Ça veut dire que les deux individus qui sont dans une relation amoureuse ont des préoccupations, enfin voilà, qui ne vont pas dans les mêmes directions. Hein. Nous sommes à un croisement, c'est-à-dire que dans la relation, il y a un moment de crise et c'est un croisement. Peut-être que l'un va aller dans une direction, l'autre dans une autre. Alors ça c'est un peu The Marriage is on the Rocks, c'est un petit peu plus difficile à traduire en français. Hein, on the Rocks, ça évoque vous dites accidenté, est accidenté, oui, pourquoi pas. Notre mariage est un peu accidenté, mais vous voyez que ça passe mal en français. Hein. Certaines de ces métaphores, la première est moyenne, la deuxième et la troisième se traduisent très bien en français. Notre mariage est accidenté. On the Rocks, il me semble que ça vient de l'idée d'un navire qui arrive sur des rochers. Malheureusement, on a aussi le Martini on the Rocks. Oui, je sais bien, mais là, on n'est plus dans la même métaphore. Hein? Je pense que c'est plus off-road. C'est-à-dire sur un chemin qui n'est pas pavé. Oui. D'accord. Alors ici, off the track, là, c'est plutôt... déraillé, voilà, en dehors des rails. Hein, notre relation a déraillé. Là, c'est pareil, en français, on ne peut pas le dire comme ça. Hein, notre relation a déraillé. Le type qui vous dit ça, vous pouvez lui dire « Non, non, je crois que c'est toi qui déraille. » Well, spinning our wheels, alors là, on fait du surplace, hein, on pourrait dire en français. Là, vous avez compris l'image, hein, spinning the wheels, c'est que on est en roue libre, oui, mais vous voyez, en roue libre, en français, la métaphore ne passe pas. Roue libre, c'est un vélo en plus. Non, roue libre, on peut le dire pour une voiture. Mais non, puis ça ne veut pas dire la même chose, être en roue libre. Être en roue libre, c'est quand vous débrayez en voiture et que vous laissez rouler sans le moteur. Hein. Mais spinning the wheel, c'est en fait vous patinez, patiner peut-être. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans le sable en voiture et les roues tournent toutes seules et ça n'avance pas. Hein. Et plus vous roulez, plus la voiture s'enfonce. Et voilà. Donc on verra tout à l'heure, il y a ces deux aspects. Mais en français, oui, notre relation s'enlise, mais on n'a pas tout à fait, on n'a pas toute la richesse de la signification ici. Ensuite, we may have to bail out. Alors ça, en français, c'est très bizarre, hein, sauter en parachute de cette relation. Je ne vois pas comment on peut dire cela. Alors apparemment, en anglais, on peut. Dénoncer le bail. Dénoncer le bail, oui, non mais là vous faites un jeu de mots. Ok, donc on comprend. Alors, si on se met dans une optique de la langue anglaise, on voit bien que toutes ces expressions sont possibles. Toutes, disons littéralement, sont des expressions qui parlent d'un déplacement qui est empêché ou qui est à un moment de croisement, etc. Mais en fait, elles expriment littéralement une notion de déplacement, mais du point de vue métaphorique, du point de vue de la signification visée par le locuteur,
ces expressions s'appliquent à des relations entre individus, des relations, disons, amoureuses, de mariage, de sentimentales, tout ce que vous voulez. Bon. Alors, Lakoff remarque cela, à partir donc de l'exemple « notre relation est dans une impasse », et il se pose la question de savoir, bon, ça a l'air intéressant, quel genre de généralisation on peut faire? Bon, eh bien, la généralisation, c'est que l'amour est vu comme un trajet, comme un déplacement, avec, dans cette conceptualisation, qu'est-ce que c'est qu'un trajet? Un trajet, c'est quelque chose qui se déplace, donc un véhicule qui se déplace. Il se déplace d'un endroit vers un autre, donc il y a une destination et il y a une route. Bon. Alors, dans cette métaphore, les amants ou les personnes qui sont impliquées dans la relation sont les personnes qui voyagent. Hein. La relation elle-même, c'est le véhicule. Éventuellement donc une voiture, un bateau, un train, un avion, peu importe, un véhicule. Les buts communs dans l'existence, ce seraient les destinations. Et puis les difficultés dans la relation, ce sont des difficultés dans le déplacement, dans le voyage. Alors, deux remarques à ce propos. D'une part, on sent bien cette idée que la source de ces métaphores, c'est-à-dire tout le vocabulaire lié au déplacement, etc., c'est un vocabulaire qui est beaucoup plus concret, matériel, que le vocabulaire de l'amour. Hein, des mots comme relation, comme... vous voyez, si vous dites, par exemple... notre relation, au lieu de dire qu'elle déraille ou qu'elle est... Notre relation, on pourrait dire, est en difficulté. Voilà, notre relation est en difficulté. Mais c'est très abstrait de dire en difficulté par rapport à dire que ça déraille ou qu'on est à un croisement, etc. Hein, donc on voit bien que l'intérêt de ce genre de conceptualisation, ça va être d'utiliser du concret pour penser de l'abstrait. Hein. Et puis deuxième remarque, on l'a vu déjà un petit peu, mais on le reverra avec d'autres exemples, au plan de la langue, cette conceptualisation se matérialise différemment selon les langues. C'est-à-dire que pour la même métaphore conceptuelle, et c'est là où je vous invite à bien distinguer le plan conceptuel du plan linguistique, pour la même métaphore conceptuelle du type « l'amour est un voyage », un déplacement, vous aurez des mises en forme linguistiques différentes. Certaines sont possibles dans certaines langues, d'autres ne le sont pas. Je n'ai pas vérifié dans la traduction française comment ils ont traduit cet exemple. Bon, j'y reviendrai, je ne vais pas chercher maintenant. J'y reviendrai la semaine prochaine, si nécessaire. Mais vous avez vu que, voilà, Long Bumpy Road, c'est assez bizarre à traduire. We're spinning our wheels, c'est difficile aussi. Alors, si on a le temps, tout à l'heure, je vous demanderai, puisqu'on a la chance ici d'avoir des étudiants qui viennent de culture et donc qui maîtrisent des langues différentes, commencez à y réfléchir un petit peu. Comment vous diriez dans votre langue cette métaphore conceptuelle, et est-ce qu'elle est pertinente d'abord ou pas du tout? Est-ce que la métaphore conceptuelle de base pour la relation, c'est autre chose? Et si c'est effectivement cette métaphore conceptuelle-là, quelles expressions on utiliserait, etc. Hein, je vous laisse réfléchir à ça pendant que je continue. Alors, donc, on remarque une certaine systématicité dans cette relation entre, bon, d'un côté, les personnes impliquées dans la relation sont des voyageurs, la relation elle-même est le véhicule, les buts communs sont les destinations, et puis les difficultés dans la relation sont les difficultés dans le trajet. Il y a donc un mapping entre une description du concept amour, une description du concept trajet, déplacement, etc. Et alors, ensuite, Lakoff reprend une expression de son étudiante, et
qui est très intéressante, disant il pense, donc elle parle de son boyfriend, elle dit à propos de cette expression qu'il a dite notre relation est dans une impasse, il pense dans les termes de cette métaphore, il pense selon cette métaphore. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, si on regarde bien, je pense que la plupart d'entre vous, alors là, est-ce que j'ai de quoi faire un petit dessin? Je ne sais pas si j'ai pensé à porter. Non, je crois pas. Est-ce que quelqu'un aurait un feutre Velleda? Bon. Tant pis. Donc, imaginez un dessin. Il y a en fait au moins deux façons de se représenter cette affaire de notre relation est dans une impasse. Soit vous voyez la relation comme une route toute droite, enfin toute droite, pas forcément droite, mais enfin une route unique, hein, qui a éventuellement des virages, etc. Et puis cette route, à la fin, c'est une impasse. D'accord? Donc je pense que le boyfriend en question, c'est comme ça qu'il voit la chose. C'est-à-dire que c'est une impasse, on ne peut pas aller plus loin et il n'y a pas d'autre solution. Mais il y a une autre conceptualisation, une autre visualisation possible de la relation, qui est beaucoup plus réaliste, au fond, pour les relations tout au moins sérieuses. C'est que vous avez une route et vous avez des bifurcations à droite ou à gauche. Hein, vous avancez, vous essayez une route, elle ne marche pas, vous revenez en arrière, vous avez une autre. Et puis certaines de ces routes à droite ou à gauche peuvent être une impasse. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave, il y a une impasse, mais on recule et on retrouve un autre chemin. Vous voyez? Donc, il y a une conceptualisation, une visualisation de pensée dans les termes de cette métaphore qui n'est pas univoque. Hein. Effectivement, la relation, elle est beaucoup plus, disons, compromise si on a cette métaphore de la route unique qui s'arrête. Donc là, ça veut dire c'est fini, hein, ou c'est peut-être peut-être que pour ce garçon, c'était simplement une façon polie de lui dire bah écoute, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou je veux plus de toi, ou je sais pas quoi, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, on voit bien que c'est l'idée qu'il y a une seule route avec une impasse. Mais au fond, nous savons tous par expérience que dans les relations que nous avons avec les gens, que ce soit d'ailleurs des relations amoureuses ou autres, hein, il y a des moments où il y a des blocages, et puis on trouve une autre voie, et puis voilà. Donc le fait qu'il y ait des impasses, ça n'est pas grave si la route contient de nombreuses bifurcations. D'accord ? Bon. Alors, cela dit, cette distinction-là, Lakoff ne la prend pas en considération dans cette prise de parole. Alors, quand il dit penser selon une métaphore, et c'est ça quand même l'idée novatrice de cette affaire, c'est qu'on s'engage tout de suite sur une conception de la métaphore tout à fait différente de ce que nous a légué la tradition rhétorique. Hein. Puisque dans la tradition rhétorique, ça n'est pas tellement qu'on pense selon une métaphore, c'est qu'un auteur, dans le meilleur des cas, fait percevoir quelque chose selon une métaphore qui est dans les mots, hein, ou dans les conceptions plus anciennes de la poésie, par exemple, la métaphore est un ornement, hein, une façon jolie, élégante de dire des choses, mais qui aurait pu très bien être dite autrement. Bon, voilà, on peut avoir dans des périodes ou dans des aires culturelles des conceptions tout à fait ornementales de la métaphore. C'est également possible. Mais dans les deux cas, dans la métaphore au sens rhétorique du terme, on a affaire, au moins en première analyse, simplement à des mots qui vont produire une certaine idée, d'accord ? Et qui sont l'œuvre d'un créateur, qui du coup a ce sens de la langue de faire surgir une métaphore. Hein ? Je ne sais pas, Baudelaire, la nature est un temple ou de vivants piliers, etc. Bon, la nature vue comme un temple. Bien, c'est une certaine perception, etc. Il y a une métaphore, mais là, c'est une métaphore de créateur. En l'occurrence, ici, on ne parle pas du tout de métaphore de créateur.
Mais si on veut, figé, mais c'est encore... Je pense qu'on en reparlera peut-être plus un petit peu la semaine prochaine. C'est une impasse, il n'invente rien. Non, bien sûr. On dit que quand c'est bloqué, c'est une impasse. Bien sûr. L'expression fichée, il n'a rien inventé. Non, mais bien sûr. Il a utilisé un élément du vocabulaire. Une impasse, c'est une expression fichée. Il n'y a aucune création. Il n'y a pas de métaphore. Tout à fait d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'a pas affaire à une métaphore au sens rhétorique du terme. Et il y a beaucoup d'ambiguïté autour de cette notion de métaphore conceptuelle, parce qu'au fond, on utilise le mot métaphore, mais c'est tellement différent de la métaphore au sens de la poétique ou de la rhétorique que ça aurait très bien pu s'appeler autrement. D'ailleurs, moi j'aurais préféré que ça s'appelle une analogie. Parce qu'au fond, c'est fondamentalement un processus analogique, cette affaire. Mais bon, on y reviendra plus tard. Oui ? Ça peut être original, l'analogie. Oui, ça peut, mais pas obligatoirement. Et là, la métaphore en question, c'est un peu la même chose. Ici, c'est une métaphore commune. C'est-à-dire, c'est l'idée que, alors d'une manière plus ou moins partagée culturellement, certaines métaphores, donc on va le voir plus tard, sont très stables, se trouvent un peu dans toutes les cultures, certaines métaphores conceptuelles. Pour ça, il faut toujours préciser métaphore conceptuelle. Ce n'est pas une métaphore tout court. Alors que d'autres métaphores conceptuelles sont propres à une culture. Là, en l'occurrence, cette idée de parler de parler de l'amour comme d'un voyage, c'est une métaphore très usuelle dans certaines cultures. Donc, en ce sens, ça n'est absolument pas inventif. Alors, on peut considérer que du coup, comme c'est pas inventif, c'est pas une métaphore, entendu, mais ça, c'est juste à ce moment-là une question de vocabulaire technique. Oui, mais c'est-à-dire que C'est la seule métaphore qui existe, c'est la métaphore rhétorique. non, mais ça c'est vous qui. Non. Si je me rapporte à Aristote. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais j'ai lu votre travail, j'ai bien vu que vous aviez des réticences sur l'usage du concept de métaphore. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Il y a des tas de Métaphore conceptuelle. Ce qui se passe, on met en correspondance deux domaines. Et dans ces deux domaines, il y a des éléments qui se correspondent. Oui. Ce qui fait le dévoiement des métaphores ainsi pratiquées, c'est considérer comme on a telle condition qui se remplit de ce côté-ci, on va avoir également telle condition. Et donc on a fait un outil de démonstration pour dire que nous étions devant le vide, nous avons fait de grands temps devant nous. C'est ce que là, j'ai pas tellement compris l'idée que vous vouliez dire. Ce que je veux dire, c'est que la métaphore, pour moi, ce n'est pas mettre en correspondance des domaines. Ah. Alors, par exemple, dire notre relation est dans une impasse. Eh bien, c'est une expression figée. Tout le monde dit ça. C'est pas une expression figée au sens de. Le garçon, il s'est pas levé ce matin en disant comment est-ce que je vais lui dire que ça va plus. Oui. Un bon moyen de le dire, je vais lui dire c'est dans une impasse. Non, il va utiliser une expression toute faite. Oui, mais quand vous dites une expression figée, vous adoptez un point de vue morphosyntaxique pour dire qu'elle est figée. Mais quand on regarde le sens, si vous adoptez un point de vue sémantique, cette expression figée, il y a bien un décalage entre le sens littéral et le sens souhaité. Mais c'est le propre d'être figé, sinon elle ne serait pas figée, elle serait naturelle. Oui, mais il y a des métaphores figées. Enfin, oui, la plupart des métaphores figées produisent la plupart des expressions figées produisent des effets de métaphoriques. Pas tous, mais pas toutes, mais certes, beaucoup. Mais si vous examinez la différence entre le sens littéral et le sens obtenu, vous êtes bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une différence. Eh bien, c'est cette différence-là qui est qualifiée de métaphore. Donc c'est une conception très générale de la métaphore, à l'intérieur de laquelle il y a des métaphores d'un type particulier qui sont les métaphores créatrices, les métaphores poétiques, auxquelles d'ailleurs le livre de Lakoff et Turner, dont je vous ai parlé tout à l'heure, est consacré. Lakoff a ensuite travaillé sur les métaphores créatrices, mais pour dire en partie... J'avais eu il y a quelques années une conversation avec Turner là-dessus, qu'au fond, même les créateurs ne créent
pas vraiment. Ils utilisent un fond métaphorique qui est dans la culture et ils le mettent en valeur. Mais en tout cas, pour Turner, il n'y a jamais de création ex nihilo. Bon, en quoi là, c'est une autre discussion. On ne va pas s'y lancer tout de suite. Alors, si vous avez bien compris cette distinction entre la métaphore au sens rhétorique, qui n'est qu'un cas particulier de la métaphore conceptuelle, la métaphore conceptuelle, c'est le processus général qui consiste à parler d'une chose en termes d'autre chose. Bon, voilà. Donc, en fait, dès qu'on n'est pas dans le sens littéral, on est dans quelque chose qui va être un peu métaphorique, hein, en simplifiant beaucoup. Dans l'exemple Spinning Our Wheels, qui est donc encore une fois un petit peu difficile à traduire en français, on a deux choses dans cette image. On a d'une part l'idée que comme les roues patinent, on n'avance pas, donc effectivement le voyage est empêché. Mais il y a une autre idée intéressante dans cette métaphore conceptuelle, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une situation comme celle-ci, plus vous accélérez, plus vous roulez, plus vous vous enfoncez. Donc, l'idée, c'est que quand on est dans cette expression-là, plus on va mettre de l'énergie dans la relation, plus on va s'enfoncer. Hein. Donc là, il y a une idée supplémentaire, au-delà de simplement l'idée d'un déplacement empêché. Hein. Donc certaines métaphores conceptuelles peuvent être plus riches que d'autres. Donc, le raisonnement sur le voyage est projeté par un système de mapping sur le raisonnement qui concerne l'amour. Et je terminerai donc en citant et en commentant cette citation qui est au tout début du livre, hein, page 4, donc, qui explique bien le point de vue de départ de Lakoff et Johnson. Donc la métaphore, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui relève de l'imagination poétique ou de la rhétorique. Hein. Donc on a vu que c'était pas ça. Quelque chose d'extraordinaire plutôt que dans le langage ordinaire. En outre, la métaphore est vue comme un problème de langage, en gros, hein, un problème de mots plutôt qu'un problème de pensée ou d'action. Et c'est pour cette raison que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de métaphore, hein, que la métaphore ce serait un luxe pour la poésie, d'accord ? Mais que pour la pensée, il n'y a pas besoin de métaphore. Bon, alors justement, l'idée que Lakoff et Johnson défendent dans ce livre, c'est qu'ils ont trouvé au contraire que la métaphore est importante dans la vie quotidienne, hein, pas seulement dans le langage, mais aussi dans la pensée et dans l'action. Notre système conceptuel ordinaire, dans les termes duquel nous pensons et nous agissons, est fondamentalement métaphorique par nature. Donc, vous voyez que le niveau où se situe le mapping métaphorique pour Lakoff, c'est vraiment le niveau conceptuel. C'est-à-dire, lorsque vous pensez, très souvent, d'une manière ordinaire, vous pensez en projetant un domaine sur un autre, donc vous pensez d'une manière métaphorique, si vous acceptez, bien sûr, cette conception très élargie de la métaphore, dans laquelle, effectivement, les métaphores de la poésie ne sont qu'un cas particulier. Bien, nous allons donc arrêter ici pour aujourd'hui. Je reprendrai la semaine prochaine en approfondissant cette idée. Merci de votre attention. Et puis, réfléchissez, je vous poserai la question en début de cours la semaine prochaine, dans votre langue. Comment est-ce qu'on parle de l'amour? Est-ce qu'on en parle en termes de voyage? Quelles expressions on utilise? Comment on les traduira en français? Nous allons commencer le cours la semaine prochaine par ça. Donc réfléchissez et je vous interrogerai là-dessus.